facile de s'extirper des fastes et la mélancolie aussi du baroque, et aussi du charme de ces trois divas que nous avons pu admirer, Cécilia, Ella et Philippe, d'une certaine façon, parce que vous êtes un personnage baroque. C'est un compliment que je vous fais. Et comme le film nous fait parler maintenant de votre dernier livre Médium, que vous avez la coquetterie ou la provocation d'appeler roman, j'aimerais presque vous demander tout de suite, mais on le fera tout à l'heure, est-ce qu'il faut lire ce roman, entre guillemets, comme un drame ou comme un poème? Je me réfère là à un essai que Roland Barthes a écrit sur vous, et qui dit que le drame se construit de l'intérieur, qu'il comporte donc sa propre trame, alors que le poème se fait de l'extérieur. Barthes dit aussi, toujours dans cet essai, que le drame est un sevrage continu. Et justement, dans Médium, vous parlez beaucoup, abondamment de votre dose. Et la drogue, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un médium, justement, comme le titre? Enfin, un médium parmi beaucoup d'autres. La drogue aussi, on le sait, peut conduire à la folie. Et de médium, vous faites comme une espèce de... D'ailleurs, c'est un titre d'un de vos chapitres, vous en faites comme un manuel de contre-folie. Mais je tiens à vous dire que vous êtes contre la folie, comme Sacha Guitry est contre les femmes. C'est-à-dire tout contre. Vous l'aimez en fait la folie, Philippe Solers. Vous l'aimez même à la folie. Et vous la célébrez dans votre livre, qui est plus qu'un contre-manuel de la folie, en fait un éloge de la folie. C'est en tout cas comme ça que je l'ai lu, en tant que psychiatre peut-être. Alors j'aimerais vous dire que je ne suis justement... La seule chose, je ne suis pas d'accord sur le mot. Ce que vous appelez folie est en fait la banalité du quotidien. Pour ne pas dire, avec un jeu de mots que je vous emprunte, l'analité du quotidien. Du mal quotidien, et pourquoi pas, pour continuer dans les jeux de mots, du mal quotidien. Et, en paraphrasant Hannah Arendt, on pourrait dire que vous traitez de l'analité du mal, car vous les tirez, les portraits de ces mâles à nous, les journalistes, et vous nous en avez dit tout à l'heure quelques mots, les journalistes, les universitaires, les philosophes à la Heidegger, qui aimait lui aussi bien Venise, et dont Emmanuel Lévinas a dit que c'est lui qui a introduit le nazisme dans la philosophie. Mais vous dressez aussi le portrait, parmi tous ces fous, ou toutes ces folles, de certaines femmes, de psychanalystes par exemple, ou du moins de leurs caricatures. Et fort logiquement, le chapitre Manuel de contre-folie se lit comme un remake des Caractères de la Bruyère, voire du Narrenschiff de Sébastien Brandt. Pour cette folie-là, les anciens médecins avaient un mot, ils l'appelaient l'imbécilité ou l'idiotie, tout en réservant le noble mot de folie à ce que vous appelez la contre-folie. Et ainsi vous tirez le mot de folie vers son contraire, un peu comme Freud l'a fait dans Unheimlich, qu'on dit très mal en français par l'inquiétante étrangeté. Pour tirer la folie vers son contraire, il vous faut bien sûr des médiums. Vous-même, vous en êtes un, le professeur et éditeur, écrivain, et votre dose, bien sûr, c'est tout d'abord aussi l'écriture, et bien sûr, les femmes. Ada, Loretta. Et ces femmes, dans Médium, vous nous le dites, page 39, vous font perdre votre centre de gravité. Elles vous décentrent donc. Elles vous déplacent, et d'ailleurs vous déplacez beaucoup dans ce livre, de Paris à Venise et vice-versa, du restaurant vers votre appartement, etc. En allemand, déplacer veut dire verrückt, donc fou. Et vous êtes apparemment un fou, c'est un compliment que je vous fais. Il faudrait d'ailleurs réhabiliter certains mots comme ça qui ont très mauvaise presse. La folie, la mélancolie, l'hystérie. Tout ça, c'est des mots qui en fait étaient des mots nobles et qui sont devenus aujourd'hui presque des insultes. Votre livre est un acte de résistance hédoniste contre aussi ces dérives-là. Vous ne parlez pas de la folie du roi, mais d'une certaine façon, vous incarnez, et vous nous le montrez aussi ce soir, le fou du roi, le sage donc.
comme tous les artistes. Et votre écriture est aussi une écriture, d'une certaine façon, folle, maniaque, pour ainsi dire, parce que j'étais frappé qu'elle se laisse emporter très souvent par l'homophonie du signifiant, beaucoup plus que par la logique du signifié. Ainsi, Venise vous amène à Vénus, et pourquoi pas Victoire. Vini, vidi, vici, disait César il y a longtemps. Alors, assurément, vous êtes venu à Venise, vous l'avez vu. Est-ce que vous avez vaincu, ou est-ce que vous avez failli vous faire vaincre ou convaincre par toutes les femmes que vous mettez en scène? Et l'acte d'écrire lui-même, chez vous, est en fait un acte sexuel. Vous vous obstinez, vous nous le dites dans les livres, à refuser le clavier de l'ordinateur pour faire jaillir l'encre de votre stylo. Et avec cette encre, vous décrivez des femmes, beaucoup de femmes. Ada, Loretta, Lydia aujourd'hui, Sid, Flora, Isia, Louise hier. J'en oublie, et sûrement des meilleures. Toutes ces femmes dans Médium, et dans toute votre œuvre d'ailleurs, se mélangent. Elles se superposent comme un palimpseste. C'est le secret de la licorne, d'une certaine façon. Vous dites dans votre livre, comme Eva à Sabrina, votre femme de ménage parisienne. Donc vous faites coïncider les femmes de ménage italiennes, parisiennes, et en fait coïncider toutes les femmes. Mais à trop les embrasser ou les embraser, toutes les femmes, est-ce qu'on peut étreindre ou éteindre une femme? Le libertin, c'est un paradoxe peut-être, est un amant platonique, dans la mesure où il cherche, comme le philosophe antique, l'idée de femme, l'idéal féminin. Mais là où le petit bourgeois d'aujourd'hui pense que cet idéal féminin est un oxymore, le libertin du XVIIIe siècle sait que l'idéal féminin est un pléonasme. Est-ce que c'est pour cela, et c'est ma question un peu rhétorique, que vous avez pris dans votre livre Saint-Simon, non pas comme médium, mais comme guide? Je vous laisse commenter les commentaires. Je crois vraiment que la folie, l'hystérie, etc., peuvent être montrées et surmontées. Vous en avez un exemple admirable, je crois, dans ce film, avec la présentation, disons à Sainte-Anne, comme dirait le révérend père Lacan, qui était sourd, figurez-vous, à la musique, comme Freud. Comme Freud, tout à fait. Et comme Lénine aussi. C'est fâcheux. C'est très fâcheux pour la raison suivante. C'est que les admirables personnes que je vous ai présentées en train de chanter exposent avec un art suprême la maîtrise et le surplomb de la fondamentale force de la contre-folie et de la contre-hystérie. C'est donc un enseignement, cher monsieur, que j'ai voulu que nous méditions ensemble, pour autant que nous abandonnons toute référence platonicienne. Je dis bien toute référence platonicienne. L'homme qui pense à travers moi, ou tout ça, c'est l'homme du désavoir, c'est Nietzsche. C'est l'admirable Nietzsche qui disait que le mot de musique était pour lui synonyme de Venise, qui a été très heureux à Venise, très heureux, pas suffisamment. Je pensais toujours qu'il fallait l'être
beaucoup plus que lui. Et vous savez que j'ai écrit un texte qui s'appelle Freud s'échappe, auquel je vous renvoie, qui a été très mal jugé dans la communauté analytique. Pourquoi? Parce que j'ai fait état de la découverte éblouie que Freud, après avoir eu 6 enfants, n'égalant pas et renonçant à égaler son père, qui en avait eu 12, a fini par voyager en Italie et par envoyer des nouvelles de lui en Italie, où il a été splendidement heureux, comme vous le savez très bien, en voyageant avec sa belle-sœur. Chose qui est en général passée sous silence parce que ça voudrait dire que Freud n'était pas très net sur toutes ces histoires de sexualité, pardon. Et quand il est à Rome, par exemple, c'est extraordinaire. Il trouve que toutes les femmes sont belles. Mon Dieu, ça le change de Vienne, où elles sont toutes névrosées, où vraiment, il est en pleine jouissance, il faut bien le dire. Très étrange. C'est un chapitre sur lequel il vaut mieux refermer tout de suite la question. Freud s'échappe. Ah. Alors, le seul psychanalyste dont j'ai été en quelque sorte l'ami, oui, l'ami d'une certaine façon, on allait dîner le soir, il m'a rosé de champagne rosé, c'est Lacan. Lacan, n'entendait pas la musique, mais alors, l'Italie, mon Dieu, l'Italie, il revenait d'Italie dans des états, et la peinture dans les églises, l'extraordinaire effusion érotique italienne, ça lui parlait profondément. Et il voulait d'ailleurs qu'on aille à Venise un jour, il m'avait proposé qu'on aille là-bas ensemble. J'ai décliné, parce que ça aurait été trop pour lui. Donc, la musique, ces femmes-là, aussi bien Cecilia Bartoli que la Liga de los Peines, que vous entendez dans ces images magnifiques de corrida, filmées comme jamais ne l'ont été par Jean-Daniel Paulet. Vous savez que désormais tout ça est interdit. Personne ne veut voir du sang, des taureaux, etc. Si vous interdisez les corridas, vous interdisez aussi, par la même occasion, toute l'œuvre de Picasso. Toute l'œuvre de Picasso, c'est-à-dire, s'agissant des femmes, un explorateur vraiment, enfin, du terrain, il y en a eu 2, à mon avis, très différents, enfin, c'est Manet et Picasso. La question femme me paraît en effet essentielle. Tergiverser là-dessus, prendre des tangentes, se dérober, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout, parce que là, il y a le point d'interrogation maximal. Ce que Marx avait compris, d'ailleurs, toute époque historique dépend de la situation des femmes, enfin, l'aide comprise. Alors, la question que je pose depuis très longtemps, et vous avouerez que quand même dans le paysage littéraire, personne ne se dévoue comme moi sur cette question en tant qu'explorateur,
comme de terrain, comme anthropologue de la situation, comme spécialiste de tout ce qui peut se passer dans des situations concrètes. Toutes les femmes, à Dieu ne plaise, il n'en est pas question, mais certaines, dans des rencontres que l'on peut définir, Femme est un catalogue de l'époque 83 qui résume toutes les années 70 du basculement général du XXe siècle. Vous avez un catalogue très raisonné, des négatives et des positives. Comme Mendeleïev, vous savez, c'est un tableau des éléments. C'est sur le terrain, vous comprenez? Parce que l'absence de terrain, l'absence de situation concrète, moi, ça ne me convainc jamais. Je ne m'intéresse qu'à des situations précises. Je ne suis pas le premier. Vous disiez le XVIIIe siècle, le libertin, comme non, pas du tout. C'est là où l'esprit joue sur vraiment des points essentiels de la posture humaine, de la religion, de la société, de l'idéologie, du lune sur ce sujet, enfin. Un peu de lumière, enfin un peu de lumière sur cette affaire, un peu de lumière sur tout d'ailleurs, un peu de lumière sur l'argent, un peu de lumière sur le pouvoir, un peu de lumière sur le trafic, et le trafic sur l'histoire des femmes, alors, vous en avez, alors, et les philosophes et les femmes, laissez-moi rire, et les psychanalystes et les femmes, laissez-moi rire, mais très très furtivement, très doucement, sans agressivité. Voilà. Donc je crois que j'apporte des informations, des preuves, palpables, tangibles, écoutables. Et si on ne les entend pas, franchement, c'est pas ma faute. Elles existent, malgré tout. Regardez Bartoli, n'est-ce pas? Elle peut passer de l'enchantement féerique à la fureur. Le deuxième extrait, où elle convoque les furies de l'enfer, elle peut jouer ça, elle le joue, elle l'est, au moment où elle le joue. Par ailleurs, c'est une femme absolument charmante, raisonnable, qui aime beaucoup la vie. On peut aller dîner, boire, elle ne fait pas du tout la star, etc. Vous comprenez, le paradoxe de la comédienne, c'est ça qui n'a pas été suffisamment analysé. Diderot m'entend et m'approuve. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que tout ce qui s'est dit, c'est écrit. Il faut aller plus loin que la philo, plus loin que Diderot, plus loin que ça même, parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes conditions historiques. Vous avez là, ou alors j'ai rêvé, une représentation de la liberté féminine comme elle peut exister. Elle peut exister, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit favorisée, ni par les hommes, bien sûr, ni par les femmes. Ça se saurait. Donc, je m'attaque à tout ce qui veut donner un sens précipité, idéologique, philosophique ou politique à cette question qui me paraît essentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la liberté féminine, qui, moi, me va. Elle me soulage beaucoup. Je l'aime. J'éprouve un amour vraiment profond pour ces natures-là. Je n'ai pas connu Ella Fitzgerald, mais j'ai suffisamment connu Cecilia Bartoli pour savoir exactement de quoi je parle. Pas du tout comme spectateur, mais comme co-acteur de son existence. Et puis, il y a eu, en effet, un certain nombre de femmes dans ma vie
dont je peux vous assurer qu'elles sont là, dans la trame de tout ce que je peux faire. Si quelqu'un fait mieux, on me le dise. Mais franchement, je ne vois pas. Vous devez être malheureux aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe en France, ce qui se passe au Luxembourg, avec cette idée que les femmes, qu'on n'est plus d'accord avec ces rôles de la femme, de l'homme, les fameux gender problems comme ça, qu'on dit que les femmes devraient se masculiniser, les hommes devraient se féminiser, et je crois d'ailleurs dans Medium aussi, vous luttez contre cela. Je ne suis pas malheureux du tout. Je prends au contraire des rares exemples d'identité heureuse. Vous l'avez vu d'emblée, vous m'avez vu d'emblée dans les bras de ma mère, avec une de mes sœurs à mes côtés. Ça se tient. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Je dois beaucoup à cette fréquentation musicale d'un certain nombre de femmes. Voilà. Pas de toutes. Loin de moi cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. De même que la femme n'existe pas, le toute femme n'existe pas non plus. Merci, merci. Merci de nous l'apprendre. Où il n'y a pas de rapport sexuel, on dit, enfin, mathématique, d'accord. Cela dit, ce que j'essaie d'écrire, ce sont des rencontres. Et les rencontres sont immédiatement romanesques et effervescentes. Donc, je ne me situe pas dans la théorie, là, encore peu, mais pratiquement dans l'expérience vécue. C'est mon expérience. Ceux ou celles que ça intéresse existent. Pas en grand nombre, rassurez-vous. Mais à Bifiou, dit Stendhal, à la fin de la Chartreuse de Parme, à Bifiou. Ah oui, c'est pas. Les heureux peu nombreux. Votre intérêt pour les femmes, c'est pour assurer, d'après ce que j'ai compris, l'impulsion de votre écriture. Et effectivement, ça grouille de femmes. Il y a plein de figures féminines très, qui captivent l'attention. Et pourtant, ce qui m'a étonnée dans tout ce qui a été écrit sur vous, il n'y a aucun livre, je crois, exactement. sur la femme. J'ai un jeune homme qui est venu me voir en Pourquoi? disant c'est très curieux, il n'est jamais question des femmes dans vos livres. Voilà. Alors, c'est un enseignement. Quand le livre Femmes est paru, il y avait des articles sur les clés masculines. C'était Lacan, c'était Barthes, c'était Althusser, rien sur les femmes. Là. Alors, il est revenu, il m'a dit, mais. Alors qu'il y en a de toutes sortes, et l'intérêt, c'est qu'elles sont de toutes catégories, de tout bien. J'ai bien fait attention qu'il y ait du haut, du bas, du populaire, du pas populaire, etc., de l'intellectuel, ou vraiment de la poissonnière, vous êtes procédé comme Balzac. Non, mais je suis pas un peintre, je suis sur le motif, d'accord. Bon, il m'a dit alors, il faudrait faire un livre, j'en ai compté, je voudrais le faire, je pense qu'il y en a au moins 200. Ah, il me dit, c'est étonnant, personne n'en ait jamais parlé. Ah oui, je dis, faites-le. Et il n'a plus de lessive-comique. Voyez-vous? Et je pensais que c'était très gentil de sa part. Mais enfin, une femme aurait pu s'en apercevoir, par exemple. Eh ben non, ni homme, ni femme. C'est tellement étrange que quand même, si c'est là sous vos yeux, ça devient la lettre volée. Vous savez, avec tout simplement un retournement de l'enveloppe, ou l'écriture, comme vous vous en souvenez, la police ne voit rien, fouille partout, et ne trouve pas ce qui est devant sous ses yeux. Parce que l'écriture est un peu féminine, justement. Donc, le révérend Père Lacan, évidemment, l'instance de la lettre dans le sang, il oublie Baudelaire.
Baudelaire, d'ailleurs, dans ce texte. Il oublie Baudelaire, mais enfin. Bon. Mais enfin, vous avez raison, merci Michel de souligner ce fait étrange, étrangissime, que ce qui est complètement sous les yeux ne soit jamais mentionné. C'est peut-être pas ça. Voilà, c'est à peu près comme si je n'étais pas là, tout en étant là. Et d'ailleurs, c'est ma certitude. Tout ce que je dis est probablement virtuel. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ça a été enregistré. Mais même si c'est enregistré, c'est pas forcément enregistré. C'est enregistré par les appareils. J'ai une grande confiance dans la technique. Beaucoup plus évidemment que dans les êtres humains. Qui la gâchent, vous le dites dans mes livres. Voilà. Les êtres humains viennent gâcher les... Je m'entends très bien avec les techniciens, partout et toujours. Les preneurs de son, par exemple, même. Oui, c'est un fait, non, je vous assure. En général, l'hostilité vient toujours, au contraire, des animateurs culturels, des universitaires, des intellectuels, voilà, d'élevage, comme disait Guy Debord. Mais les techniciens n'ont pas grand-chose à me reprocher, donc voilà, je suis sympathique, on m'installer gros, tout va bien. Pourquoi d'ailleurs on se laisse tous bercer par la musique de votre voix? Je me demande si c'est pas pour ça aussi que Lacan, Freud sont toujours méfiés de la musique. Parce que la musique, elle se méfie de la parole, parce qu'elle véhicule peut-être une autre vérité. Et je pense que c'est pas par hasard que vous nous avez montré Ella qui a inventé le scat. Et justement, le scat, c'est qu'elle... Qui avait une voix plus intéressante que Lacan? Personne. Oui, la voix de la Moi, musique. vous savez, je suis amateur de voix. Par conséquent, comme j'allais au séminaire de Lacan, pour voir quelqu'un qui pensait en parlant. Il commençait à parler, puis il commençait à dire. C'était magnifique, c'est le plus beau théâtre que j'ai jamais vu. Très très supérieur à tous les spectacles, sans commune mesure. Mais il n'entendait pas la musique. Et quant aux femmes, qu'est-ce que vous voulez, je reste discret. Si j'ai bien compris, au début vous avez dit ça, mes romans, mes histoires, c'est la recherche de la vérité. On nous cache quelque chose, on ne nous dit rien, on nous cache tout, comme le dirait aussi Jacques Dutronc. Dans votre croisade, si maintenant moi je me mettais à écrire, et j'écrirais sur Philippe Solers, je devrais me poser la question, mais qu'est-ce que la personne Philippe Solers cache à lui-même, respectivement, qu'est-ce que le personnage Philippe Solers cache à son public? Monsieur, je cache quelque chose que je vous appelle à découvrir. Parce que si je vous dis, à vous que je ne connais pas ce que je cache, ça ne vous convaincra pas du tout. Mais découvrez-le par vous-même. Et vous aurez probablement raison. Enfin, pas tout à fait. Monsieur Solers, je suis très heureux de vous écouter. Je vous ai écouté très souvent sur France Culture. Je suis le monsieur qui vous a interpellé tout à l'heure, qui vient de Montpellier à pied pour vous écouter. J'aimerais simplement, vous avez parlé de Venise, j'aimerais simplement que vous nous parliez pendant 2 minutes d'une époque que vous avez beaucoup aimée, l'époque où vous avez vécu à Barcelone. Si vous avez vu qu'il y en a une photo qui me représente en effet avec un temps héros de l'époque, j'ai vécu à Barcelone dans les années, à la fin des années 50 et début des années 60, une vie absolument enchantée, parce que d'abord j'étais avec une femme que j'aimais énormément, là, donc Barcelone était à l'époque une ville qui ne dormait jamais, sauf un tout petit peu entre 5h30
et 6 heures du matin, c'est-à-dire pas la ville qui est devenue cette ville, mais un bordel, il n'y a pas d'autre mot considérable, les Ramblas à l'époque, j'habitais là, bon, et j'ai vécu intensément dans cette ville. Il y avait les corridas sublimes, j'ai vu les plus grands toreros de l'époque, c'est-à-dire Dominguil, Ordonez, Dominguil un soir sublime, offrant un taureau au public, qui était complètement sous l'hypnose. J'ai vu l'hystérie féminine de très près, au moment justement de la mise à mort du taureau. J'ai compris que ce rituel était un rituel très ancien, qui était celui d'une religion qui est celle du dieu Mitra, je ne vous apprends rien, c'est un dieu védique iranien qui a comme particularité de poignarder un taureau sur le pays des montées avec un bonnet phrygien. Ça me rappelle la phrase très très étrange de Freud: le jeune dieu perse au visage inondé de lumière nous est resté incompréhensible. C'est quelque chose qui a duré 4 siècles, hein, le mitraillisme, notamment à Rome, pour finir avec des relations avec le manichéisme. C'était la ville où se célébrait, sur fond de ce rite très très étrange, c'est un rituel. Les gens jouent leur vie quand même, hein, Manolete ou d'autres, façon de torero mort au combat. Donc c'est très particulier. C'était d'autre part une ville où existait encore le Barrio de Occhino, qui était un lieu de bordel très bien géré, d'un café qui s'appelait le Cosmos sur les Ramblas, où les putains de Barcelone, dans leurs robes légères l'été, étaient tout simplement admirables. J'ai eu là des amitiés furtives, pas tellement prolongées, mais considérables, et j'ai obtenu, comme Picasso, je crois, qui n'a jamais été à Avignon, mais rue d'Avignon en bas à droite, avec les demoiselles d'Avignon, j'ai obtenu, comme tout le prouve, si on fait une exposition érotique de Picasso, mon diplôme d'éroticité sur le terrain très jeune. Ce que je conseille à tout homme d'avoir le plus vite possible dans sa vie, sans quoi il sera résigné à faire de la figuration dans ce domaine.